C'est un petit juif parisien au départ, son père venait de Bessarabie, c'est un enfant de la Shoah. Pour la petite histoire, il y a encore à la synagogue de la rue des Tournelles à Paris, sur ce qu'on appelle un zikaron olam, un mur en souvenir des personnes disparues, il y a encore une plaque avec une petite lumière au nom de Simon Badinter. Son vrai nom c'était Samuel Badinter, et qui avait été arrêté en 1942, déporté. Il est mort au camp, je crois, de Sobibor. Une bonne partie de la famille Badinter a été déportée. C'était probablement une blessure que Robert Badinter vivait de manière assez pudique. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Clément Veyrenal. Clément, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chroniqueur judiciaire et nous vous avons sollicité après avoir appris à la sortie du Shabbat la disparition de Robert Badinter, qui fut, on va dire, l'une des grandes figures du monde de la justice en France depuis l'après-guerre, on va dire, et puis certainement aussi un des grands politiciens, on va dire aussi, de l'époque de Mitterrand, on va dire, des politiciens de l'époque de Mitterrand, oui, peut-être moins politicien que certainement comme de justice. On en reparlera, oui, on va en parler. On va en parler en tout cas. Un grand avocat et un grand juriste. Voilà. Sa carrière politique n'a pas eu les succès qu'il escomptait, effectivement. Voilà, c'est ça. Alors, donc, c'était une personnalité connue, c'était un juif, donc, avec fils de personnes, de victimes de la Shoah qui ont été déportés, de parents qui ont été déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je voudrais avoir votre appréciation. Qui était Robert Badinter? On sait tout le monde le connaît comme celui qui a aboli la peine de mort à l'époque de Mitterrand. Donnez-nous essayez de nous brosser un portrait un peu plus détaillé de cet homme. Oui, peut-être même un peu plus intime. Comme vous le rappelez, c'est un petit juif parisien au départ. Son père venait de Bessarabie. C'est un enfant de la Shoah. Pour la petite histoire, il y a encore à la synagogue de la rue des Tournelles à Paris, vous savez, sur ce qu'on appelle je crois un zikaron olam, un mur en souvenir des personnes disparues, il y a encore une plaque avec une petite lumière au nom de Simon Badinter. Son vrai nom c'était Samuel Badinter, et Simon Badinter, c'était son nom laïque, avait été déporté, arrêté en 1942, déporté. Il est mort au camp, je crois, de Sobibor, et une bonne partie de la famille Badinter a été déportée. C'était probablement une blessure que Robert Badinter vivait de manière assez pudique, hein, d'ailleurs. À la fin de sa vie, il a écrit un livre sur sa grand-mère, mais qui parlait yiddish. Mais il faut le dire, c'est un pur produit de la société française. C'est ce petit juif qui s'est élevé dans l'échelle sociale. Son père n'était pas d'ailleurs d'une classe défavorisé. Il est arrivé de Bessarabie, il était ingénieur, il avait travaillé en France pour diverses sociétés, mais Badinter a fait après les études brillantes qu'on lui connaît. Il a été un grand universitaire, agrégé de droit, grand avocat d'affaires. Effectivement, il était quand même, en tout cas, à ma connaissance, très discret dans ses liens avec la communauté juive. C'est pas un mystère et c'est pas faire injure à sa mémoire de dire que c'était ce qu'on appelle un juif assimilé, certains diraient un juif émancipé. Voilà, ça on peut le dire. Alors moi personnellement, sans faire de name dropping, hein, comme on dit, j'ai eu le privilège, si on peut dire, de rencontrer Robert Badinter à différentes époques, puisque en 1979-1980, il est mon professeur de droit pénal à l'université de Paris 1 Tolbiac, de l'université qui dépend de la Sorbonne. Il était déjà une personnalité connue, c'était un grand avocat, mais ça n'était pas encore le ministre. Il était connu pour avoir été notamment l'avocat de Patrick Henry, l'assassin d'un petit enfant qu'il avait, si je puis dire, sauvé de la guillotine. Après, je l'ai croisé effectivement en tant que journaliste. Je l'ai interviewé à plusieurs reprises. Et alors c'est intéressant parce que j'ai réalisé il y a quelques années un reportage. Il y a eu une exposition au musée d'Orsay qui s'appelait Crime et châtiment, qui était consacrée à l'illustration du châtiment, notamment pénal, à travers l'histoire et à travers l'histoire de l'art. Et c'est intéressant parce que ça avait créé un peu l'événement. Pour la première fois, dans cette exposition était exposée une guillotine, une authentique guillotine qui avait servi sous les différentes républiques.
Et alors nous avions réussi à convaincre Robert Badinter de faire un reportage pour la télévision et que Robert Badinter nous serve de guide dans cette exposition. Et il l'avait fait de manière assez brillante, en commentant des tableaux, des documents. Et bien entendu, comme nous sommes en télévision, nous cherchions une image un peu forte et nous avions essayé de le filmer passant devant la guillotine, qui était à l'entrée de l'exposition. Oui. Eh bien, évidemment, il s'y était formellement refusé. Hein. Il avait dit il n'en est pas question, il ne voulait pas que son image d'avocat, de grand homme, soit assimilée de manière un peu, si j'ose dire, racoleuse à la guillotine. Donc il a dit non, je me prête au jeu, je veux bien vous servir de guide dans cette exposition. C'était le fil conducteur du reportage, mais il avait strictement refusé. Il a dit je ne veux pas qu'on me voie à côté d'une guillotine. Alors, je pense que c'est intéressant contre la personnalité du personnage. Alors vous m'avez dit hors antenne, c'est pas lui qui est véritablement à l'origine de l'abolition de la peine de mort? Alors oui, là, pareil, hein, je ne voudrais pas comment dire, diminuer la stature du personnage qui était Robert Badinter. Mais quand aujourd'hui, vous savez, en France, on aime bien, on aime bien comme ça dresser des statues, faire, j'allais dire, des idoles. Il faut quand même savoir que cette histoire, moi qui suis un enfant des années 70, je me rappelle bien, l'abolition de la peine de mort, c'est le grand débat de société des années 70. En ce sens, on ne peut pas dire que Robert Badinter a été un visionnaire ou un précurseur. On ne parlait que de ça. C'était le grand débat dans les dîners en ville, dans les dîners bourgeois, dans les cours de récréation, dans les universités. Pour dire les choses simplement, un Français sur deux était pour conserver la peine de mort et un Français sur deux était pour l'abolir. Mais ce qu'il faut dire, d'une part, c'est que ça n'est pas Robert Badinter, bien sûr, a signé la loi d'abolition de la peine de mort, mais c'était au programme du candidat François Mitterrand. Il faut d'ailleurs reconnaître là un certain courage intellectuel à François Mitterrand qui, pendant sa campagne électorale, avait annoncé qu'il abolirait la peine de mort, et quand on lui avait dit mais il y a quand même une petite majorité de Français qui sont favorables à la peine de mort, il avait dit oui, mais j'assume ce risque politique et je pense que ça ne m'empêchera pas d'être élu. Et effectivement, parce qu'il avait dit, je ne pense pas que ce soit non plus un problème qui préoccupe à ce point-là, qu'il soit un problème central pour les Français de conserver la peine de mort. Donc effectivement, François Mitterrand a été élu et il a chargé son nouveau ministre de la Justice d'abolir la peine de mort. Et Robert Badinter a été à l'origine de la rédaction de ce texte de loi qui, comme l'avaient remarqué certains journalistes, certains chroniqueurs à l'époque, c'était probablement l'un des textes de loi les plus simples à rédiger puisqu'il ne comportait qu'un seul article et que cet article, c'était article 1, la peine de mort est abolie. Et puis, et c'est surtout l'essentiel, il faut quand même dire que la France Robert Badinter n'a pas été visionnaire et la France n'était absolument pas précurseur dans ce domaine. Il faut quand même rappeler qu'en 1980, la France est à la traîne de l'Union européenne, enfin il n'y a pas l'Union européenne, des pays d'Europe. La France est à la traîne des pays d'Europe. Elle a été en fait l'un des derniers pays à abolir la peine de mort. Il faut savoir que l'Espagne post-franquiste avait déjà aboli la peine de mort dès 1978, que l'Allemagne fédérale avait aboli la peine de mort depuis la fin de la guerre, que l'Italie avait en fait aboli la peine de mort dès la fin du 19e siècle. Cette peine capitale n'avait été rétablie que sous le régime fasciste de Mussolini. Mais en fait, l'Angleterre aussi, les pays scandinaves, il n'y avait pas de peine. La peine de mort était abolie dans toute l'Europe. La France a un peu traîné. Et puis aussi, il faut rappeler aux gens qui n'ont pas connu cette période, ça n'était pas non plus un problème aussi central qu'on veut bien le dire, parce que, pardonnez-moi cette formule triviale, on ne guillotinait pas tous les matins. C'était quelque chose de très rare, la peine de mort. Il y avait des condamnations, les condamnés étaient souvent graciés, et il y avait en général une ou deux personnes guillotinées par septennat. Alors évidemment, c'était quelque chose de très violent. Moi, j'ai des souvenirs d'adolescents. Vous allumiez la radio le matin en hiver à 7h, il faisait encore nuit. Je prenais mon café au lait dans une cuisine au carrelage un peu froid et on vous annonçait RTL, il est 7h. Monsieur Machin a été guillotiné ce matin dans la cour de la santé. C'était comme ça que ça se passait. Alors est-ce Robert Badinter y a mis fin, mais c'était dans l'air du temps. C'était une évolution. On ne peut pas dire qu'il est
le père de l'abolition, ou qu'il a été le précurseur, ou qu'il ait mené un combat particulier pour convaincre l'opinion. Alors, vous nous avez parlé de son émancipation en tant que juif, mais quel était son positionnement face à l'État d'Israël et aussi face à l'antisémitisme? Parce que l'antisémitisme qui a ressurgi ces dernières années, ça devait d'une certaine manière peut-être le préoccuper, ce fils de déporté de la Shoah. Écoutez, je manque un peu d'informations pour vous répondre de manière précise. Le fait est en tout cas que Robert Badinter était quand même, quand on regarde ce qu'il a écrit pas mal de livres, quand on regarde ses déclarations, ses prises de position, il a été quand même assez discret sur Israël. C'est sûr, c'était pas un juif pratiquant, mais il a été très discret sur Israël. Vous ne trouvez pas beaucoup de prises de position dans les années 2000, au moment de la seconde intifada, dans les flambées d'antisémitisme. Sur ce point-là, il était très discret. Et puis, en revanche, on se souvient de ce discours, de son discours au 50e anniversaire des commémorations du massacre du Veldiv. Et rappelez-vous, on venait d'apprendre un certain nombre de détails, de révélations sur le passé vichiste de François Mitterrand, et puis aussi sur ses amitiés avec le chef de la police, l'ancien chef de la police de Vichy, Bousquet. Et François Mitterrand, rappelez-vous, avait été sifflé par un certain nombre de jeunes juifs, notamment dans le public, et Robert Badinter était monté à la tribune et avait crié sa honte et sa colère et sa honte à l'égard des gens des siffleurs, des gens qui insultaient Mitterrand. Et on voyait dans ce visage une certaine quand même douleur, et personnellement, si vous me permettez ce commentaire personnel, cette honte et cette colère, on se posait quand même la question, et je me la pose toujours, de savoir si c'était pas une colère, une honte d'avoir été, dans une certaine mesure, trompé par François Mitterrand. Robert Badinter avait été l'un des compagnons de route depuis des décennies de François Mitterrand, et effectivement, pour ce fils de déporté, découvrir le passé vichiste de François Mitterrand, qu'il avait accompagné tout au long de sa vie politique, qu'il avait aidé à se faire élire en 1980 puis en 1988, c'était probablement quelque chose, en tout cas je me pose la question, c'était sans doute douloureux pour Robert Badinter. Et on se souvient, il avait tenté de défendre becs et ongles François Mitterrand, l'image de François Mitterrand face à ces jeunes juifs qui sifflaient le président de la République en raison de son passé vichiste. Mais dans cette défense, dans cette plaidoirie, j'allais dire, de François Mitterrand, est-ce que c'était pas aussi Robert Badinter qui se défendait lui-même, qui essayait de défendre ses choix politiques, voilà. Pour le reste, c'était c'était certainement un très grand juriste, il avait été agrégé de droit, ça avait été un étudiant brillant, c'était un grand avocat, mais surtout, il faut le dire, un avocat d'affaires. Après, oui, effectivement, il a été l'avocat d'un certain nombre de causes pénales, il a sauvé la tête d'un certain nombre d'assassins qui encouraient la peine de mort. Mais ça aussi, il faut le dire, on le présente comme une sorte d'avocat magicien qui aurait sauvé après un certain nombre de condamnés. Comme je vous le disais, la peine de mort était très peu exécutée en réalité, et de nombreux avocats pénalistes, eh bien, on sauvait des têtes, on sauvait des gens de la guillotine. Ça n'a pas été le propre de Robert Badinter. Eh bien, Clément Rénal, merci beaucoup de nous avoir brossé ce portrait de Robert Badinter, donc un juif qui était émancipé, on va dire. Un grand juif quand même, effectivement, un grand juif qui a marqué, on va dire, une partie de l'histoire de la République, en particulier dans les années 80. Et merci de nous l'avoir présenté tel quel. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.